Merci beaucoup, Alain Supiot, pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Alors, mon propos va être un peu décalé par rapport à ce que vous venez d'évoquer, mais j'y reviendrai peut-être dans la fin de mon intervention. Alors, je voudrais partir donc de la pensée de Simone Veil, et je propose de parler d'économie. Alors, Simone Veil n'utilise pas le terme, mais pour réfléchir à une économie d'une mondialisation plus juste et plus humaine, qui soit attentive au milieu de vie, au terreau de développement des personnes. Et je crois que l'œuvre de Simone Veil est inspirante puisqu'elle invite à combiner enracinement, attachement au milieu vital. On a parlé déjà de plusieurs milieux vitaux, alors je parlerai notamment aussi de l'attachement au milieu vital qu'est la patrie, et le détachement, non pas un déracinement, mais le détachement compris comme attitude d'attention qui implique une distance critique, une critique sociale interne, ce que Simone Veil appelle une mise en ordre des valeurs, et ce qui est une perspective dynamique dans le rapport à la communauté politique et aux autres, au-delà des frontières. Alors, je commencerai par montrer comment le détachement est la clé d'une méthode de discernement qui vise la qualité de la relation au milieu vital. Je m'appuierai d'abord sur le texte de 1941, Réflexion sur la notion de valeur, et puis je dirai un mot de l'épistémologie qui est source de la démarche éthique de Simone Veil et qui est indissociable d'une ouverture spirituelle. Ça me conduira dans un deuxième temps à regarder comment Simone Veil applique cette réflexion au milieu vital qu'est la patrie, en donnant les critères d'un bon enracinement, articulé à une critique des mauvais déracinements comme des mauvais enracinements. Et là, évidemment, je m'appuierai sur le texte de l'enracinement, dont on a déjà beaucoup parlé. Et puis enfin, j'essaierai d'envisager l'économie sous l'angle donc de l'économie, en proposant une réflexion notamment sur la dette, sur l'appareil productif, les échanges et la consommation, pour mettre en avant le détachement comme obéissance au réel et créativité au cœur de cette réalité, au cœur de ces milieux de vie. Et là, je mobiliserai notamment un texte, l'un ou l'autre texte lié à l'expérience en usine, et puis un texte inachevé de 1937, quelques méditations concernant l'économie, esquisse d'une apologie de la banqueroute. Alors, j'en viens d'abord, premier point, sur la notion de détachement. Simone Veil cherche à penser le rapport au monde avant tout comme un rapport à l'action. Cette perspective est à la fois épistémologique, et on parlera de la notion, enfin, Simone Veil parle de la notion de connaissance agissante, et puis c'est une perspective éthique, voire supraéthique, notamment à travers la notion d'action non agissante. Alors, dès ses premiers travaux, notamment le mémoire qu'elle a écrit sur Descartes en 1931, si je ne me trompe, Simone Veil essaye de montrer le lien intime entre une certaine façon d'être au monde par le travail et la connaissance et la réceptivité à l'égard de la nécessité, celle d'un monde que nous ne modélons pas à notre guise. Il s'agit, dit Simone Veil, d'un équilibre instable, d'une perspective dynamique, toujours inachevée. Alors, je prends les quelques pages de la réponse à Paul Valéry sur la notion de valeur qui me semble significative de la manière dont Simone Veil conçoit l'attitude du détachement. Ce qu'elle évoque, c'est le fait que nous sommes tous tributaires de normes, de valeurs, de systèmes de représentation qui sont présents et qui organisent nos sociétés. Ces éléments nous influencent et modèlent notre rapport à nos milieux de vie, mais ils ne nous conditionnent pas. Et donc, un discernement s'impose afin de mettre en ordre ces représentations, les valeurs qui les sous-tendent, et choisir comment orienter sa propre existence. Pour Simone Veil, ce discernement passe par le détachement, dont on pourrait dire qu'il correspond à la suspension du jugement chez les penseurs sceptiques, mais ne s'y arrête pas. Alors, Simone Veil alerte vis-à-vis de ce qui peut constituer un leurre, une apparence de détachement, mais qui n'en est pas réellement un. Par exemple, avec l'exemple du joueur qui va s'arrêter de jouer, on pourrait dire par chaos, par épuisement, et qui abandonne son but. Mais, souligne-t-elle, il ne s'agit pas d'un vrai détachement, mais simplement du choix d'une autre valeur, du repos, de préférence au gain antérieurement recherché. Le détachement dont il s'agit pour elle n'a pas grand-chose à voir avec ce qui vient d'être évoqué. Il est beaucoup plus radical. Le détachement, dit-elle, est un renoncement à toutes les fins possibles, sans exception, renoncement qui met un vide à la place de l'avenir, comme ferait l'approche imminente de la mort. Ainsi, toute recherche de la sagesse est orientée vers la mort.
mais le détachement dont il s'agit n'est pas vide d'objet. La pensée détachée a pour objet l'établissement d'une hiérarchie vraie entre les valeurs, toutes les valeurs. Elle a pour objet une manière de vivre, une meilleure vie, non pas ailleurs, mais en ce monde et tout de suite, car les valeurs mises en ordre sont des valeurs de ce monde. En ce sens, la philosophie est orientée vers la vie, elle vise la vie à travers la mort. Donc l'acte philosophique, pour Simone Weil, c'est l'effort de l'intelligence pour orienter l'être dans ce monde, pour donner sens et valeur à son existence. Et dans ce qu'on vient d'entendre, il doit passer par un détachement, une mort, un renoncement à toute possession. L'objectif étant d'établir une hiérarchie entre ces valeurs. Alors, cette idée d'ordre, elle apparaît bien aussi au début du texte de l'enracinement, comme un besoin vital de l'âme. Cet ordre n'est pas statique, puisque l'être humain est appelé à opérer cette mise en ordre tout au long de son existence, et il n'en a jamais fini. Le critère de la finalité est décisif dans la compréhension de ce qu'est un juste détachement. La prise de distance à l'égard de tous les possibles n'est pas un appel à l'inaction ou à l'incertitude érigée en mode de vie. Il s'agit bien de viser une meilleure vie aujourd'hui. Alors, la philosophie, écrit Simone Weil à la suite de ce que je viens d'évoquer, ne consiste pas en une acquisition de connaissances ainsi que la science, mais un changement de toute l'âme. La valeur est quelque chose qui a rapport non seulement à la connaissance, mais à la sensibilité et à l'action. Il n'y a pas de réflexion philosophique sans une transformation essentielle dans la sensibilité et dans la pratique de la vie, transformation qui a une égale portée à l'égard des circonstances les plus ordinaires et les plus tragiques de la vie. La valeur n'étant qu'une orientation de l'âme, poser une valeur et s'orienter vers elle ne sont qu'une seule et même chose. Donc la valeur ici n'est pas conçue comme préexistant à l'action humaine, c'est l'existence humaine qui donne chair aux valeurs. On peut dire que l'influence d'Alain est manifeste, de même que celle de la conception grecque de la philosophie comme exercice spirituel. Alors c'est finalement la manière dont Simone Weil parle du détachement comme l'expression d'une réceptivité première en l'homme. L'interprétation qu'elle donne du rapport entre science et perception pour Descartes, alors je reviens au premier écrit de Simone Weil, a une visée très large. Je résume son raisonnement parce qu'il me semble intéressant par rapport à notre sujet. Elle souligne que la véritable prise sur le monde et la véritable liberté ne résident pas dans la possession née d'une domination technique, mais dans la contemplation jaillie d'une vision géométrique du monde, non subjective, selon l'étendue, ou alors dans l'action par le travail qui cadre l'imagination. Pour elle, la connaissance la plus savante ne rend pas plus sage que la perception qui se sait elle-même et par là devient raisonnable. Et c'est dans cette perspective que la liberté et la nécessité ne s'opposent pas. La liberté consiste pour l'être humain à reconnaître son pouvoir limité par le monde qui l'entoure et donc à accepter la nécessité, mais aussi à exercer son pouvoir sur le monde par sa capacité de jugement et par son travail. La liberté se manifeste au cœur de la nécessité, et la sagesse qui est liée à l'attitude que préconise Simone Weil n'est pas réservée à une élite de philosophes savants. Elle peut être atteinte par la plus simple perception. Alors, je la cite, « La perception, c'est la géométrie prenant possession en quelque sorte des passions mêmes par le moyen du travail. » Fin de citation. Donc, pour l'être humain, il s'agit de comprendre qu'il n'a pas tout pouvoir sur le monde, et les prouesses techniques ne nous permettent pas de nous approprier le monde, mais il a prise sur le monde, il le possède dans la mesure où il prend conscience de lui-même par une action efficace, par le travail. Et de la nature de ce travail, Simone Weil donne plusieurs exemples, l'astronome, le pilote de navire ou le paysan. Donc c'est aussi bien un travail intellectuel qu'un travail manuel. L'astronome, celui par exemple qui possède le monde, et, je la cite encore, qui, sans nous donner aucun pouvoir effectif sur le ciel, le fait entrer dans notre royaume. C'est donc pour Simone Weil que la véritable possession est la contemplation, une contemplation qui s'enracine dans une relation gratuite, désintéressée aux choses, et elle est le fait précisément d'un regard qui est détaché, qui est libre. Le savant est un contemplatif,
je la cite encore, « Ce qu'on appelle l'impartialité du savant n'est sans doute que le fait d'avoir compris cette indifférence du monde. » Donc, la démarche philosophique de Simone Weil représente, dès la première époque de son œuvre, une aventure qui est à la fois intellectuelle, spirituelle et pratique. On peut dire que de sa conception de la connaissance jaillissent à la fois une éthique et une mystique. Alors, je voudrais en dire un mot, et on peut dire qu'elle se déploie dans les notions, justement, d'action non agissante et d'attention. Alors, l'action non agissante correspond au souci de préserver le caractère gratuit et désintéressé de l'action. Simone Weil avait lu la Bhagavad Gita hindoue, où le renoncement aux fruits de l'action est une notion centrale. Elle revient souvent dans ses cahiers sur ce thème. L'action non agissante est renoncement aux fruits de l'acte, action non pour un objet, mais par nécessité, dit-elle. Elle trouve sa valeur dans l'attitude d'obéissance qu'elle exprime et non dans le but qu'elle poursuit. Alors, on peut se demander si Simone Weil fait suffisamment la différence entre le refus de mettre la main sur le résultat de son travail et les fruits qu'on peut en attendre pour les autres. Quand on sait son activité concrète, son engagement passionné au service des causes qu'elle défend, tout ceci manifeste qu'elle était fortement attachée à certains projets. Il semble d'ailleurs que sa conception se soit peut-être affinée, et dans les cahiers les plus tardifs, elle insiste sur les conditions d'un juste détachement et sur la manière de le comprendre, le détachement n'étant alors pas compris comme désintérêt de l'objet poursuivi. Alors, je la cite encore, « Être détaché des fruits de l'action, il faut pour cela une architecture en profondeur dans l'âme, car la partie de l'âme qui agit doit être passionnément tendue vers le fruit de l'action, une autre partie doit être détachée. » Cette attitude, elle concerne non seulement l'action concrète, mais aussi tout travail intellectuel. Alors, je vais aller très vite, mais rappelez, je trouve un très beau petit texte sur l'attention liée à cette attitude de détachement, qui est les réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu. Simone Weil insiste sur l'anthropologie positive qui sous-tend la démarche d'attention. L'attention ne consiste pas en une tension volontariste vers l'objet attendu, mais en une détente sans crispation. La condition pour cela est que l'attention trouve sa source non dans la volonté, mais dans le désir mu par la joie. Je la cite, « L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte fruit que dans la joie. La joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs. » Fin de citation. Donc, à contrario, critique faite d'une conception autoritaire extérieure de l'éducation et l'enseignement, et puis dénonciation d'un danger possible d'un usage utilitariste de la raison, subordonné à un objectif défini et recherché activement, sans laisser aucune place à l'accueil de ce qui peut être donné en plus. Simone Weil écrit « Les biens les plus précieux ne doivent pas être recherchés, mais attendus. » Alors, ça ne signifie pas, évidemment, qu'elle ne s'intéresse pas aux résultats concrets de l'action pratique, du travail et de l'action pratique qu'il permet, mais l'accent est mis sur la disposition à cultiver, parce que cette attitude forme l'être en profondeur et le rend apte à l'action efficace. Alors, je vais aussi aller très vite. Pour Simone Weil, cette attitude d'attention et de détachement est une posture qui est spirituelle, autant qu'intellectuelle et psychologique. L'idée d'un effacement en Dieu est abordée très explicitement par Simone Weil, pour qui la création comporte en un sens déjà une kénose de Dieu. Alors, ce thème très présent dans la tradition juive de la Kabbale, pour laquelle la création est déjà le travail du négatif en Dieu. Alors, j'en dis quand même un mot parce que je pense que c'est impossible de comprendre d'autres éléments de la réflexion de Simone Weil sur les conditions d'un juste enracinement et déracinement sans comprendre la façon dont elle se rapporte à la création comme à la fois soumise à la nécessité aveugle et à ce qui nous apparaît comme un mal, mais qui est aussi le modèle de l'attitude de consentement qui nous ouvre à Dieu. La situation du malheur qui survient, quand elle est acceptée, peut être vécue comme un apprentissage de cette attitude d'indifférence que Simone Weil nomme une position d'équilibre instable, à vivre, selon elle, indéfiniment sans bouger, en grec en hypomone, comme une expression de l'amour de Dieu. C'est cette possible union à Dieu dans le malheur
qui permet à l'homme de désirer positivement avoir part à la croix du Christ sans désirer le malheur pour lui-même, ce qui serait, dit-elle, une perversion contre nature, puisque le malheur est par essence ce qu'on subit malgré soi. Donc ce désir n'est pas une recherche morbide de la souffrance, mais peut aller de pair avec un grand amour de la vie. Et je la cite, « Un homme parfaitement heureux peut en même temps jouir pleinement du bonheur et porter sa croix s'il a réellement, concrètement et à tout moment la connaissance de la possibilité du malheur. » Fin de citation. Alors, pour elle, donc, cette attitude de détachement est finalement la condition d'une émancipation. La perspective d'une action non agissante va de pair avec l'exercice de la responsabilité humaine, nous parlions avant, au sein du créé. Elle va de pair avec la lutte contre un mal structurel. Cette libération de l'oppression, bien sûr, elle en parle beaucoup à propos du travail. Alors, je vais en dire très peu de choses puisque ce sera l'objet de la matinée de demain, mais il s'agit bien de lutter contre l'abrutissement, source d'une passivité, voire d'une aliénation, notamment pour ceux qui sont victimes de conditions qui les rendent incapables de se situer dans le monde de façon activement consentante. L'enjeu consiste à créer les conditions structurelles et institutionnelles du discernement et de l'action sensée. Simone Veil donne des éléments à la fois dans ses écrits relatifs à son expérience en usine et dans la réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Dans ce texte, elle décrit l'esclavage dans lequel l'homme moderne est pris, esclavage qui provient, selon elle, de l'inversion entre les moyens et les fins. Au lieu de faire en sorte que tout soit subordonné à l'humanisation de chaque homme, chaque individu devient un moyen au service de la collectivité anonyme, dont la bureaucratie étatique russe est l'archétype, au moment où elle écrit. Alors, l'enjeu est que l'homme, l'être humain, parvienne à une juste relation à cette matière qui l'entoure. L'homme peut devenir libre dans le jugement qu'il exerce sur son activité, dans sa capacité à donner sens à ce qu'il fait et à ce que d'autres font. Alors, c'est à l'opposé de ce qu'elle a pu expérimenter de la réalité du travail en usine, marquée par ce qu'elle appelle une pensée rétractée, où chacun est polarisé par un rapport faussé à l'instant présent, où il faut accomplir mécaniquement des tâches tout en gardant l'esprit prêt à affronter l'imprévu, la panne qui rompt la cadence, etc. Il s'agit bien de rechercher les conditions d'une ouverture à un horizon plus vaste, à un sens, par un détachement à l'égard de l'enfermement de la pensée sur elle-même. Elle écrit « Toute action humaine exige un mobile qui fournisse l'énergie nécessaire pour l'accomplir, et elle est bonne ou mauvaise selon que le mobile est élevé ou bas. Les conditions mêmes du travail empêchent que puissent intervenir d'autres mobiles que la crainte des réprimandes et du renvoi, le désir avide d'accumuler des sous et le goût du record de vitesse. Il est presque impossible de ne pas devenir indifférent et brutal comme le système dans lequel on est pris. » Alors là, je peux faire un petit écho de ces paroles, de ce que j'ai pu entendre de la part de chiffonniers dans des décharges que j'ai interrogées ces dernières années, à la fois en Indonésie et au Mexique, dans le cadre d'un travail sur les questions de recyclage, notamment du recyclage du plastique par un grand groupe. Et j'étais très frappée du fait que les chiffonniers, bien souvent, un certain nombre d'entre eux, avaient travaillé en usine et expliquaient pourquoi ils préféraient travailler dans des décharges que travailler à l'usine, précisément pour les raisons qu'évoque Simone Veil. Le fait qu'ils étaient soumis à des cadences, aucune autonomie personnelle, et qu'au moins, dans le travail de récupération des déchets, non seulement, d'ailleurs pour certains d'entre eux, il y avait le sentiment de contribuer à des écosystèmes plus sains, mais en plus, le sentiment d'avoir plus d'autonomie personnelle. Voilà. Alors, on pourrait dire que pour Simone Veil, cette désaliénation du travail est liée aussi à une forme de considération pour une inversion des perversions des relations sociales. Ça n'est pas une critique chez elle unilatérale des sciences et des techniques, du système économique, monétaire et politique totalitaire. Elle invite à un discernement afin de promouvoir une conception de la technique qui permette à l'homme une créativité plus grande et une activité plus consciente d'elle-même. Et donc, pour elle, les responsabilités humaines sont appelées à être mises en œuvre dans une relation étroite au cosmos et au milieu de vie où s'inscrit chaque existence. Il me semble que cette perspective sur son analyse de la technique résonne avec l'idée de raison trajective chez Augustin Berg, attentive à la façon dont les milieux sont façonnés par l'être humain qui les habite et qui eux-mêmes s'adaptent à lui. Pour Simone Veil, une telle raison est liée à la prise en compte du projet global dans lequel s'inscrit le travail ou l'activité,
la capacité à donner du sens dans un mouvement qui est donc à la fois actif et réceptif. C'est l'attention qui est liée au détachement comme attitude d'une raison aimante qui met en ordre les valeurs et qui peut permettre une action ajustée. Alors j'arrive à ma deuxième partie, mais les deux parties sont plus courtes, sur la question des mauvais déracinements ou des mauvais et bons enracinements. Le détachement n'est pas compris comme une fuite hors du monde. Il dessine une action politique exigeante qui parte des personnes, de ce qu'elles éprouvent et vivent de façon incarnée et concrète pour pouvoir dessiner des modèles économiques comme des projets de société qui soient ajustés à des territoires, à un héritage reçu et à transmettre. Alors, pour dire quelque chose de ce que Simone Veil considère comme des mauvais déracinements, dans les réflexions de 1940 sur la théorie des quantas, Simone Veil se livre à une critique forte des dysfonctionnements d'une recherche scientifique qui a perdu le souci de la vérité et dont les applications techniques servent la domination des hommes plutôt que la domination de la matière. Elle souligne que la technoscience devient une affaire de spécialistes et que la réflexion sur les fins est largement absente. Pourtant, cette réflexion sur les fins devrait favoriser une recherche de la vérité. On assiste au contraire, dit-elle, à l'emprise d'une option particulière qui devient absolutisée. Nous dit « Tout est tourné vers l'utile sans qu'on songe à la définir. L'opinion publique règne souverainement dans le village des savants comme dans les grandes nations. Nous sommes comme revenus à l'époque de Protagoras et des sophistes, l'époque où l'art de persuader, dont les slogans, la publicité et la propagande par les réunions publiques, le journal, cinéma, radio, constituent l'équivalent moderne, tenant lieu de pensée, réglait le sort des villes, accomplissait les coups d'État. » Fin de citation. Donc, la connaissance et la technique ont été séparées de la réflexion sur les valeurs, dont j'ai fait mention et Simone Veil le rappelle. La tempête qui nous entoure a déraciné les valeurs, en a défait les hiérarchies et les met toutes en question pour les peser sur la balance toujours fausse de la force. Donc on est loin de l'attitude de discernement consistant à se détacher de toutes les valeurs pour ordonner son action en vue d'une vie meilleure. Alors c'est dans l'enracinement que Simone Veil développe sa dialectique du détachement et de l'enracinement. L'analyse consiste d'abord en une forme de credo humaniste dans laquelle Simone Veil indique les besoins de l'âme, les devoirs vitaux à remplir envers tout être humain pour préserver le respect de ce qu'il est. Elle dresse une liste de 13 besoins qui ont 2 caractéristiques communes. Ils sont l'expression d'une obligation éternelle et en même temps ils sont vérifiés dans l'accord de la conscience individuelle. Ils concernent chaque âme individuelle, mais essentiellement en lien avec la vie sociale et l'organisation de la vie publique. Simone Veil prend nettement position contre la dictature du « nous », qui représente soit une entité anonyme favorisant la déresponsabilisation individuelle, soit la voix des forts qui écrase les opinions divergentes. Alors, cette recherche d'un respect concret des individus permet de comprendre comment sont liées des exigences apparemment contradictoires, puisque dans ces besoins sont considérés à la fois l'obéissance et la liberté, l'égalité et la hiérarchie, la sécurité et le risque, etc. Ces rapports dialectiques indiquent la situation particulière de l'homme dans le monde. La solution de Simone Veil ne consiste pas à tempérer un besoin par un autre, mais à satisfaire ensemble ces désirs contraires qui doivent se combiner en un équilibre. Alors, on arrive à ce qui fait la question du rapport à la patrie. Dans un deuxième moment de son argumentation, qu'elle intitule « Le déracinement », Simone Veil dénonce vigoureusement les déracinements de son époque qui concernent tout particulièrement la classe ouvrière et le monde paysan, victimes d'influences étrangères qui détruisent les valeurs propres. Pour chacun de ces déracinements, elle établit un diagnostic de la situation et recherche les causes historiques et propose une solution. La solution mettant toujours en œuvre une attitude morale pour le monde ouvrier qui est déraciné à la fois par l'argent, notamment par l'introduction du travail aux pièces, et qui est déraciné par les conséquences d'une formation technique fragmentée, dont l'expression ultime du déracinement est le chômage. Il faut développer une culture ouvrière et défendre la dignité de l'homme dans le travail, ce qui est une valeur spirituelle, écrit-elle. Et puis, dans le monde paysan, une spiritualité du travail est l'antidote au totalitarisme. Et puis, elle souligne comment il faut, dans la nation, dans le pays tout entier, redonner une âme au pays.
Alors, le paradoxe, c'est qu'alors même qu'elle dénonce les déracinements qui affaiblissent la conscience nationale, Simone Veil propose comme condition d'un enracinement un autre déracinement, qui est, selon elle, bénéfique, le déracinement de son moi, qu'il soit individuel ou collectif, ce qu'elle désigne aussi sous la formule de l'orgueil individuel et collectif, pour un enracinement dans les réalités invisibles, donc les racines du ciel, dans le bien pur qui seul peut imprégner positivement l'ordre du monde. Alors, apparaît ici, je crois, la relation entre la politique et la mystique chez elle. La réalité finie et contingente doit manifester la réalité infinie et bonne qu'elle cache. Si un ordre déréglé est dénoncé par Simone Veil, une fausse mystique l'est aussi, qui consisterait dans une pratique ponctuelle ou dans une fuite du monde. La mystique véritable relie l'engagement dans les réalités profanes à la reconnaissance de leur source. Alors, de là viennent les conditions d'un juste enracinement dans la patrie. La patrie est comprise comme un milieu vital qui peut demander le sacrifice de soi, alors même qu'elle est une réalité finie et limitée. Mais, souligne Simone Veil, c'est un milieu vital, et on l'a déjà beaucoup dit, parmi d'autres. L'engagement absolu, parfois requis, demande d'être discerné au prisme de plusieurs critères. Il me semble qu'il y a le critère de la pluralité des appartenances, la reconnaissance du pluralisme dans la société, pluralisme social, pluralisme culturel aussi. Une certaine culture commune existe, mais elle va de pair avec une multiplicité de manières de discerner pour soi et pour d'autres l'attitude ajustée. Elle souligne que chaque être humain fait partie de différents milieux et a besoin d'avoir de multiples racines. Et au plan collectif, elle invite chaque profession à cultiver les trésors hérités du passé, en même temps qu'elle manifeste sa méfiance à l'égard de la sclérose des partis et des syndicats, de tous les groupements d'idées auxquels elle préfère la qualification de milieu, dit-elle, milieu plus ou moins fluide, afin de permettre le déploiement des libertés et la créativité. Et évidemment, pour elle, la reconnaissance du pluralisme est l'antidote à la fois à l'identitarisme figé et au totalitarisme. Et puis, un deuxième critère, pour elle, du bon enracinement dans la patrie, est celui de la verticalité dans l'horizontalité des relations, on pourrait dire de la transcendance dans l'immanence. Alors pour elle, c'est la référence à la croix du Christ qui permet d'aller jusqu'au bout d'un engagement passionné, du don de soi pour la fin que l'on reconnaît première. Ça ne signifie pas que cette condition passe nécessairement par la confession explicite du Dieu chrétien, mais elle passe, selon elle, par la reconnaissance d'un amour constitutif d'une dépossession de soi pour le bien commun, par ce qu'elle appelle une spiritualité authentique qui semble pouvoir résister au courant idolâtre, écrit-elle, du totalitarisme, aux effets pervers de la force érigée en valeur suprême, qui se décline, cette force érigée en valeur suprême, dans les tentations de la finance, du profit et de l'utilité. Alors, la relation ajustée à la patrie, pour elle, serait envisagée sous l'angle de la protection du faible et non de la recherche de la gloire, en restreignant le mobile patriotique dans de justes limites. Je la cite, « Sans renier ce qu'il y a de grandeur authentique et pure dans le passé, le présent et les aspirations de la France, en conjuguant, dit-elle, l'inspiration chrétienne et la pensée de 1789. » Fin de citation. Il s'agit pour elle de favoriser une compassion au-delà des frontières dans un discernement des quatre obstacles. Je crois que j'ai mis la citation. Oui, 4 obstacles qui nous séparent, écrit-elle, d'une forme de civilisation susceptible de valoir quelque chose, notre conception fausse de la grandeur, la dégradation du sentiment de la justice, notre idolâtrie de l'argent et l'absence en nous d'inspiration religieuse. Donc, pour elle, la réflexion politique est indissociable d'une prise en compte des moyens ajustés au plan économique à la réalisation de la véritable grandeur de la France. Alors, une économie au service d'une telle civilisation, et je l'élargis au-delà des frontières, bien sûr, est-elle possible compte tenu de la réalité de sociétés mondialisées qui en sont loin? Alors, j'arrive pour terminer à quelques éléments par rapport à ce qu'elle évoque, ce que ça nous donne comme peut-être ressources pour réfléchir à une économie qui serait l'art des moyens vis-à-vis des fins. Alors, le mal essentiel de l'humanité, écrit Simone Veil, la substitution des moyens aux fins. La loi de toutes les activités qui dominent l'existence sociale, cette exception faite des sociétés primitives,
que chacun y sacrifie la vie humaine en soi et en autrui à des choses qui ne constituent que des moyens de mieux vivre. Tout se résume à la question du pouvoir. Alors, est-ce que cette dialectique évoquée du détachement et de l'enracinement permet de résister à ce mal et de promouvoir une autre forme d'économie? La clé est à trouver dans la notion d'équilibre, pour Simone Weil. Donc, elle écrit que dans tous les domaines auxquels s'appliquent la pensée et l'activité humaine, la clé est constituée par une certaine notion de l'équilibre, sans laquelle il n'y a que misérable tâtonnement. Le miracle grec, dû principalement aux pythagoriciens, consiste essentiellement à avoir reconnu la vertu de la conception et du sentiment de l'équilibre. Le miracle grec ne s'est pas encore étendu à la vie économique. La notion de l'équilibre propre à l'économie, nous ne la possédons pas, les hommes ne l'ont jamais formée. Alors, on peut dire que c'est évidemment en résonance avec cette notion d'ordre que j'évoquais, aussi avec l'expérience du malheur qui, pour elle, est l'expérience qui rompt l'équilibre et qui est en permanence un appel à le retrouver ou à y demeurer à travers cette attitude d'équilibre instable qu'elle aime à mentionner. Alors, la notion d'équilibre a été délaissée aussi bien par les tenants de l'économie néoclassique que par les perspectives révolutionnaires. Aucun révolutionnaire, écrit-elle, n'a jamais tenté sérieusement de définir les conditions de l'équilibre économique dans le régime social qui l'attendait. Quant aux non-révolutionnaires, la polémique en a fait des contre-révolutionnaires, soucieux non pas d'étudier la réalité qu'ils avaient sous les yeux, mais d'en chanter les louanges. Nous subissons aujourd'hui, dans tous les camps, les conséquences funestes de cette improbité intellectuelle que d'ailleurs, plus ou moins, nous partageons. Alors, que penser de ce diagnostic ? Il me semble qu'il est à la fois aujourd'hui réalisé et dépassé. La notion de déséquilibre, elle est centrale dans la prise en compte des enjeux écologiques, climatiques, dans la conscience que tout est lié et que détraquer un paramètre a des conséquences en chaîne sur d'autres, ce qui met en danger l'écoumène, nos écosystèmes. Alors, il faut souligner que les économistes engagés dans une critique interne et externe de l'économie néoclassique, je pense par exemple à Steve Keen ou à Gaël Giraud, cherchent précisément à faire intervenir la recherche de l'équilibre dans les modèles macroéconomiques. Il s'agit bien, dans la perspective d'une économie écologique, d'inscrire la recherche de la création de richesses au service du maintien des équilibres dynamiques écosystémiques. Mais alors, je crois qu'il faut être en même temps très prudent sur la notion d'équilibre, parce qu'elle était évidemment une notion qui est en permanence reprise dans la théorie néoclassique, au sens de l'équilibre de l'offre et de la demande. Et ce n'est évidemment pas de ça dont il est question. Et ces recherches d'une économie écologique sont en porte-à-faux avec les techniques aujourd'hui prévalentes, notamment dans la perspective comptable, financière et gestionnaire, puisque cette perspective prône un équilibre, mais un équilibre dévié, qui est bien exprimé par l'idée du bilan à l'équilibre, qui résonne sur des prémices fausses. Par exemple, les normes comptables font comme si la nature était un actif que l'être humain pouvait exploiter à sa guise, étant disponible ad libitum. Une intégration des limites planétaires invite à transformer la façon, par exemple, dont la comptabilité opère, en faisant en sorte de comptabiliser le coût de préservation et de maintien des ressources naturelles et humaines, en langage comptable du capital naturel, humain, social. Une telle perspective contribuerait à réenraciner les flux financiers dans la prise en compte effective de l'inscription de l'économie dans des territoires marqués par une histoire et par des traditions et des représentations collectives qu'il s'agit de prendre en compte pour précisément comptabiliser ce qui compte vraiment pour le maintien d'écoumènes vivants. Et pour ceux que ça intéresse, je renvoie aux travaux de Jacques Richard dans ce domaine. Et puis, cette approche favorise aussi une remise en cause des dogmes de l'orthodoxie monétaire ou budgétaire. L'objectif de l'équilibre n'est pas celui de l'équilibre financier en tant que tel, mais bien le maintien des équilibres écosystémiques et sociaux. La monnaie, les dettes et les crédits devraient être au service de ceux-ci. Et Simone Weil souligne à propos des dettes que le raisonnement habituel considère qu'il est impensable que l'État ne rembourse pas ses dettes, ceci afin de garantir l'équilibre financier. Pourtant, la philosophe souligne aussi que cet axiome doit être révisé. Elle ne le dit pas explicitement, mais il s'agit bien pour elle de poser la question de la finalité au lieu de se focaliser et d'absolutiser le moyen que constitue le remboursement des dettes. Alors, elle écrit « Le paiement des dettes et le non-paiement des dettes sont nécessaires à l'ordre social.
sais pas si j'ai le temps de dire juste un petit mot de la dette. Non, tout petit peu. Alors, problème de la dette, c'est aujourd'hui, il faut le rappeler, le problème de la dette des banques et des entreprises privées, avant d'être le problème de la dette des États et des particuliers. Le montant des dettes publiques est largement imputable au fait que les États ont dû rembourser des dettes de banques trop grosses pour faire faillite, menaçant d'engendrer une crise systémique. Les cercles vicieux ont été aussi engendrés par la volonté de faire rembourser des dettes à des pays qui sombrent dans la déflation, l'absence de croissance augmentant le fardeau de la dette. Et puis, certaines dettes peuvent aussi être considérées comme des dettes odieuses, contractées par des dirigeants autoritaires ou dictatoriaux, enrichis aux dépens du peuple. La théorie néoclassique ne contribue pas à résoudre le problème de la dette, et bien au contraire contribue à nourrir les dysfonctionnements actuels, comme l'analyse aujourd'hui des ténors du système, comme Lord Turner, ancien régulateur financier en Angleterre, dont un livre vient d'être traduit en français sous le titre « Reprendre le contrôle de la dette ». Alors, je passe sur ce que je voulais dire, mais dire quand même un mot du fait que quand les pays ou les individus ne peuvent plus rembourser leurs dettes, leurs actifs sont saisis, on arrive aux situations limites comme celle de la Grèce, dépossédée d'une partie de son patrimoine, de ses biens publics, comme celle de l'appauvrissement jusqu'à l'exclusion sociale des personnes les plus vulnérables, incapables de rembourser leur emprunt. Les banques s'endettent elles-mêmes et font courir un risque systémique à l'ensemble des acteurs. Les efforts pour faire baisser la dette publique passent à côté du vrai problème qu'est l'excès d'endettement des acteurs privés et de ce qui est souhaitable pour relancer l'économie, l'injection de liquidités dans l'économie par les États pour investir dans la transition écologique et diluer les dettes. Alors, pour jouer à la fois sur le thème de dette et l'expression du détachement, je proposerai le détachement avec 2 T. Comment donner un statut relatif et non absolu à la dette et au désendettement. Et là, alors, je voudrais indiquer pour ceux, là encore, qui sont intéressés par le sujet, les analyses de l'anthropologue David Graeber, qui montrent comment les dettes sont apparues dans des sociétés, comme en Mésopotamie, où une catégorie de la population, soucieuse d'accroître sa puissance militaire et ses territoires, a voulu imposer des impôts élevés aux éleveurs, les a forcés à s'endetter, à prendre leurs filles ou leurs femmes comme collatérales, c'est-à-dire qu'en cas de non-remboursement, les femmes pouvaient être réduites à la prostitution ou à l'esclavage. Ces pratiques sont l'expression de rapports de force et de société dans lesquels s'est distendu le lien de solidarité entre pairs, ce que Graeber désigne sous le terme de communisme fondamental, par distinction d'autres relations sociales sous le mode de la hiérarchie ou de l'échange, et il distingue des économies humaines qui font place à des modèles d'économie commerciale dans lesquels on rend légitime la possibilité d'acheter et de vendre des personnes. Donc voilà, je crois que pour aujourd'hui, cette opposition à faire entre justement une mondialisation au sens d'une mondialisation liée à une représentation de l'économie humaine s'oppose fortement à ces modèles d'économie commerciale. Et donc, il s'agit de se détacher de la dette en tant qu'elle finit par instrumentaliser les relations humaines. Dans une économie humaine, chaque personne est unique et d'une valeur incomparable, chacune étant un nœud unique de relation avec les autres. Je pense qu'aujourd'hui, le développement des monnaies locales participe de ce souci de donner à la monnaie et au crédit leur place de bien commun au service de la qualité des relations humaines dans une société donnée, dans un territoire. L'objectif est de faire circuler la monnaie comme intermédiaire des échanges, ceci étant l'expression de la production de biens et de services, toujours en même temps au service de la convivialité et au sein de la société. Et je termine juste pour dire comment la pensée de Simone Veil, dans le contexte d'une mondialisation ou d'une globalisation chahutée qui exacerbe le décalage entre, d'un côté, des élites cosmopolites nomades et assez largement déracinées, au sens de déterritorialisées ou multiterritorialisées, et puis de l'autre, des populations sédentaires mais déboussolées sur leur propre territoire. Je pense que la perspective de Simone Veil nous offre une forme de boussole dans l'invitation au discernement. Ce discernement passe par l'attitude du détachement comme délibération et discussion sur les fins avant l'orientation des moyens techniques et financiers. Le détachement, compris comme recherche personnelle et collective, est radical. Il vise à nourrir un sens aiguisé de l'équilibre existentiel et pratique entre les valeurs qui constituent les besoins de l'âme, qu'elles soient celles de la personne unique ou du corps social. Ce détachement ne peut sans doute être source d'inspiration que s'il est compris comme un élargissement intérieur, un dilatement et une réorientation passionnée de ses énergies, de son intelligence, pour un engagement polyphone dans une relation aimante aux autres et au monde.
Je me demandais, en vous écoutant, parce que vous avez travaillé sur vos derniers ouvrages, c'est sur l'entreprise au défi du climat, où je citais tout à l'heure celui sur la responsabilité éthique des multinationales. Tout ce que vous avez exposé sur la pensée de Weil, est-ce que vous pensez que, et ça fait lien avec la discussion qu'on a eue sur la responsabilité tout à l'heure, l'entreprise, est-ce qu'elle nous apprend quelque chose sur l'entreprise, ou bien est-ce que la lecture de Weil n'informe pas vos réflexions sur la responsabilité d'entreprise en tant que ce nous fictif construit par le droit? Vous voyez ma question, parce qu'on a l'impression que dans tout ce que vous nous avez expliqué, il est question de responsabilité individuelle, de positionnement individuel, d'agir individuel. En quoi est-ce que ça peut nous aider à comprendre les problèmes de l'entreprise aujourd'hui? Alors, à moins que nous soyons tous devenus des entrepreneurs. Que la pensée de Simone Weil peut être très féconde pour réfléchir au rôle et aux responsabilités de l'entreprise et des acteurs économiques, je dirais, à deux niveaux, et peut-être justement en articulant les questions individuelles et collectives. Parce que les entreprises, ce sont aussi des personnes, et des personnes qui ont une conscience ou qui se posent, qui peuvent se poser des questions. Moi, je suis extrêmement frappée dans des discussions que j'ai, alors puisque j'ai parlé de comptabilité ou je peux parler de fiscalité, mais c'est un autre de mes dadas pour essayer de réfléchir à la contribution des entreprises sur les territoires. Je discute souvent avec des experts comptables ou des directeurs fiscaux d'entreprises qui parlent d'eux comme étant schizophrènes, qui utilisent ce terme. Donc, ce qui dit quelque chose de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes et du décalage entre leurs convictions personnelles, sans doute comme citoyens, ou comme personnes enracinées dans des territoires, et puis la réalité des pratiques d'optimisation fiscale à tout crin, à l'égard desquelles il faut qu'ils jouent le jeu, mais ils soulignent que les réglementations sont absolument insuffisantes, qu'il faudrait les revoir, et que donc là, le droit doit intervenir. Et donc pour moi, la pensée de Simone Weil, c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur cette notion de détachement comme une attitude de discernement éthique, qui à mon sens vaut à la fois du point de vue personnel et collectif, c'est qu'elle propose, en tout cas déjà aux personnes dans les entreprises, des moyens justement de se détacher, de remettre en perspective les moyens et les fins. Vous citiez aussi l'ouvrage « L'entreprise au défi du climat ». On était 3 à prendre la plume au final, donc les 2 cadres dirigeants, un ancien d'Alstom et un ancien de Total. Et puis on a travaillé le texte avec 10 personnes travaillant dans des grands groupes, les uns et les autres se demandant au fond quels étaient les leviers les plus importants dans les grandes entreprises par rapport à la mise en œuvre de la transition écologique. Et ce qui était très frappant, c'est qu'au bout de quelques mois de travail, le diagnostic commun des uns et des autres, c'était que les problèmes ne sont ni financiers ni technologiques, mais les obstacles sont d'ordre stratégique, politique, et puis, in fine, d'ordre éthique et spirituel, rajoutaient certains. C'est-à-dire de la capacité qu'ont certaines personnes aussi à se mettre en danger dans leurs entreprises pour pouvoir élever une voix, pour pouvoir contester certaines pratiques, et puis à travailler avec d'autres, je pense aussi beaucoup hors entreprise, pour alerter les parlementaires, les pouvoirs publics, les juristes sur la manière de faire et sur les leviers nécessaires pour une transformation structurelle et notamment une modification en termes de réglementation. Alors, je trouve que la perspective de Simone Weil, alors un peu indépendamment aussi de ses réflexions sur le travail en entreprise, je ne vais peut-être pas y rentrer dedans, pour moi, elle est aussi extrêmement précieuse pour repenser le rôle politique de l'entreprise. Alors là, je crois que je suis assez d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure sur le fait que les entreprises, alors c'est aussi dans la ligne des analyses de Boltanski et Capello sur le capitalisme passé maître dans l'art d'ingérer sa critique. La difficulté de la part du discours des entreprises, y compris sur le bien commun, c'est qu'elles vont dire moi je travaille au bien commun et c'est moi qui vais décider ce qu'est ma contribution au bien commun. Parce qu'effectivement, tout l'enjeu, c'est de considérer comment l'entreprise contribue à des communs,
être des biens communs qu'il faut définir collectivement dans une démarche qui suppose que l'entreprise ne soit pas seule capable de dire quelles sont les significations partagées dans les territoires dans lesquels l'entreprise s'inscrit. Et alors peut-être pour reprendre aussi le titre de ce colloque, il me semble que la perspective de Simone Veil, elle est extrêmement précieuse pour repenser le réenracinement, la reterritorialisation aussi d'un certain nombre d'activités productives, et qu'au fond, beaucoup de problèmes aujourd'hui de la globalisation ou d'une mondialisation dérégulée sont liés à ces chaînes de valeur mondiales, dont je pense que pour beaucoup, elles devraient être revues. Moi, je dis assez régulièrement à Danone que je ne suis pas sûre qu'il faille que Danone continue à exister, ça ne leur fait pas plaisir, mais en un sens, est-ce qu'on a besoin d'une multinationale qui continue à exporter les bouteilles d'eau d'Évian à travers la planète, alors que par ailleurs, Danone produit la marque Bonafont au Mexique ou la marque Villavicencio en Argentine, qui est une eau qui est d'aussi bonne qualité que l'eau d'Évian. Voilà, juste pour donner un exemple. Donc je trouve que la pensée de Simone Veil aide à repenser cette inscription dans ces milieux et la manière de réfléchir avec une entreprise qui soit co-partie prenante ou co-partenaire de projets dans lesquels on s'interroge sur le maintien d'écoumènes de qualité pour les êtres humains qui y vivent. Merci beaucoup. François. Merci. Une courte question. En vous écoutant attentivement, je pensais, mais je ne sais pas si c'est un parallèle pertinent, à l'économie sabbatique, donc cette idée juive d'économie sabbatique qui se traduit par l'idée de pas de servitude permanente, donc il faut relâcher les serviteurs après un certain temps, pas de dette qui soit trop lourde à porter, et aussi l'idée de laisser les sols en friche après un certain temps. Donc une espèce de pause, de respiration, de purgation. Est-ce que ce thème est traité par elle? Est-ce qu'il y a un écho aussi dans l'idée de détachement que vous avez souligné? Voilà. J'ajouterais, puisque ça va dans le même sens, concernant la dette, l'un des pères de l'histoire du droit dans le monde occidental, c'est Solon, et il s'est fait connaître par un acte majeur qui était la seisakteia. Il y a des Grecs dans la salle qui vont hurler. C'est-à-dire secouer le fardeau, ça veut dire l'effacement de la dette. Donc il a restauré l'ordre civil à Athènes en commençant par un acte d'effacement des dettes. Ça va un petit peu dans le même sens que la question de... Alors je ne sais pas si elle en parle de Solon. Je regarde aussi Robert Chenavier ou les spécialistes, je ne crois pas, mais voilà, parce que je ne suis pas... voilà, je suis passionnée par la pensée de Simone Veil, mais je ne suis pas une spécialiste, voilà, donc je ne prétends pas du tout avoir tout lu. Mais il me semble en tout cas que dans le texte qu'elle n'a pas achevé, là, que j'évoquais, sur l'esquisse d'une apologie de la banqueroute, précisément quand même, ça va bien dans le sens de ces traditions aussi juives, le jubilé, de la remise de dettes. En fait, de réinscrire la question des dettes au service de ce qu'est la vie humaine sur des territoires. Et donc ça, je pense que de ce point de vue-là, ce qu'elle écrit et ce à quoi elle réfléchit en termes de détachement, alors le détachement, elle le prend quand même plutôt dans un sens plus métaphorique que vis-à-vis là, du contact avec les territoires en tant que tels, eh bien, ça nous permet de réfléchir justement autrement à la manière d'inscrire l'activité humaine, le travail, dans l'espace et dans le temps, donc aussi dans un rythme de vie. Oui, une question complètement différente. Ce qui prouve la fertilité aussi de Simone Veil, c'est que chacun peut l'aborder un peu avec ses propres intérêts. Vous avez insisté, je crois que c'est important, sur le fait que Simone Veil est attentive aux questions liées à la façon dont les gens vivent de façon incarnée et concrète. Et je pense, enfin je ne sais pas ce que vous en diriez, que l'intérêt de la pensée de Simone Veil, dans une mondialisation qui a plutôt tendance à désincarner et à immatérialiser et à abstraire les flux, les pratiques, les technologies, la pensée de Simone Veil nous permet, notamment si l'on est géographe et qu'on s'intéresse aux lieux, à retrouver cette charge d'incarnation et de concrétude de la vie au quotidien et d'en faire quelque chose. Non pas un résidu de ce qui serait plus noble et plus essentiel, mais au contraire, ce à partir de quoi on peut envisager de construire une éthique et une politique. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ?
Oui, je suis d'accord. Et ce que vous dites évoque pour moi aussi l'insistance qu'elle a sur justement la personne individuelle. Et dans ses analyses, cette critique de ce qu'elle appelle la dictature du nous, je dois dire que moi, parfois, je me dis, alors à une époque où on a plutôt tendance à voir les effets aussi pervers de l'hyper-individualisation, voilà, ou d'un égocentrisme parfois, y compris national, je n'évoque personne en particulier, on se dit qu'on a besoin de réfléchir en termes de nous et d'un nous à la fois inclusif, un nous qui est à l'intérieur d'une communauté politique donnée et qui va au-delà des frontières. Et donc, je me disais, au fond, peut-être que l'intérêt justement de Simone Veil, c'est d'être très attentifs, comme nous le sommes aujourd'hui, à cette question des individualités, des choix personnels, le fait que mon choix ne sera pas celui du voisin sur un même territoire, mais qu'en même temps, elle réfléchit à la façon dont s'articulent ces choix personnels au service d'une vie ensemble qui soit de qualité respectueuse, justement aussi des conditions de vie durable et en élargissant la perspective. Et du coup, je trouve que ça, c'est aussi un aspect qui me semble très, très inspirant pour nous aujourd'hui, cette articulation entre, on va dire, entre le je et le nous. Voilà. Pour cette affaire de genoux, il y a, pardonnez-moi, c'est une blague lacanienne, vite fait, il faut éviter les malentendus sur cette question. Ce qui est propre à l'individu, selon elle, c'est la pensée. Alors, on peut discuter, parce que justement, autour de la notion de milieu vital, il y a des milieux de pensée. Et l'idée qu'on pourrait penser seul est peut-être fausse et discutable. Mais il me semble que c'est ce point qu'elle vise, en tout cas, et qu'en revanche, il y a beaucoup d'éléments dans ses écrits qui soulignent l'importance de l'appartenance à des groupes comme condition de l'émancipation. Je pense à ce qu'elle écrit à propos, elle écrit quelque part « N'oublie pas que le peu de sécurité aux ouvriers dont tu disposes, tu le dois à l'existence des syndicats », où elle plaide également, dit-elle, j'ai retrouvé la citation, les syndicats ouvriers, s'il y reste encore une étincelle de vie véritable, ce qui est une question qu'elle se posait déjà, pourrait redevenir peu à peu l'expression de la pensée ouvrière, l'organe de l'honneur ouvrier. Selon la tradition du mouvement ouvrier français, qui s'est toujours regardé comme responsable de tout l'univers, donc il y a une pointe d'ironie, il s'intéresserait à tout ce qui touche à la justice, y compris le cas échéant les questions de gros sous, mais de loin en loin, et pour sauver des êtres humains de la misère. Donc elle avait une sorte d'idéal du syndicalisme comme lieu d'une pensée critique vis-à-vis de l'ordre établi. Donc je fais juste cette réflexion pour dire qu'il faudrait se garder de voir chez elle un individualisme radical, mais elle écrit quand même à une époque où il y a Hitler en Allemagne, Staline, bon, donc le poids du nous, on entend des bruits de bottes, quoi, immédiatement.